Mais c'était une guerre. Et la Russie est une nation militaire puissante, que cela plaise ou non. C'est parce que Moscou considère qu'il n'y a plus de terrain d'entente possible. C'est une lutte à mort entre l'hégémonie occidentale et sa survie et la survie de la Russie. Le mode de survie du régime de Poutine, qui en fait un ogre, c'est la guerre a permanente. besoin de manger, c'est la guerre. Oui. Donc, non, le mode de survie de la Russie, ce n'est pas la guerre. Le mode de survie du régime de Poutine qui était là de 2000 jusqu'à présent, ce n'est pas la guerre. C'est la stabilité interne. C'est l'utilisation et l'exploitation de ses ressources énergétiques. Voilà le mode de survie du régime de Poutine. Voilà le mode de survie de la Russie. Maintenant, on change de camp. Parce qu'on a besoin de mesurer avec qui est-ce qu'elle ose comparer la Russie. L'Occident. L'Occident ne vit que par la guerre. L'histoire montre que les États-Unis et l'Europe se sont construits et se sont maintenus constamment grâce à des guerres permanentes. Il n'y a pas une seule seconde, un seul instant dans l'histoire de l'Occident où il n'y a pas de guerre déclenchée par eux. La Russie peut vivre sans la guerre, simplement grâce à ses ressources. L'Occident, lui, s'effondre sans la guerre parce que sa domination mondiale repose sur la conquête, le pillage et l'hégémonie militaire. Donc cette dame n'a rien compris de son sujet et elle est consultante en géopolitique publique. C'est-à-dire, ils ont même des métiers faisables par le premier venu en réalité. Bêtise sur bêtise, ils enchaînent dans leur émission. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que la guerre est une fatalité. La guerre est une fatalité si on ne se prépare pas à s'y opposer. Bien sûr. Je me demande si ce gars a déjà vécu une guerre. Quand il sort déjà les phrases comme ça, vous allez voir que c'est une personne qui a même surtout vu la guerre à la télé. Nous avons Donald Trump, le président qui prétend souvent que son pays est le pays le plus puissant du monde, qui admet que la Russie était trop forte pour eux. Il admet qu'il n'aurait jamais dû attaquer la Russie. C'est maintenant qu'ils réalisent leur erreur. Donc vous voyez qu'habituellement, ils basent leur stratégie sur le fait que de toute façon, ils seront les plus forts. Cette fois-ci, ils ont lu leur en russe. Trump sur la Russie, une nation militaire puissante. Écoutez, tout le monde peut jouer les gentils et tout ça. Mais vous savez, l'Ukraine va retrouver sa vie d'avant. Les gens ne seront plus tués partout. Et ils vont récupérer beaucoup de terres. Mais c'était une guerre. Et la Russie est une nation militaire puissante, que cela plaise ou non. La Russie est une nation puissante, que cela plaise ou non. Non, excusez-moi, mais moi je m'intéresse à l'Union soviétique, je suis un vieux soviétologue, à l'Union soviétique depuis 1975. La capacité de résistance a toujours été déterminante dans cette histoire. Absolument. Et alors, pour parler de Budapest, il y a quand même, on ne peut pas oublier que Budapest, c'est 1956. C'est l'écrasement de la révolution de Budapest. Et choisir ce lieu-là pour Poutine, pardonnez-moi, c'est honteux. Honteux. C'est très bien en fait. C'est très bien. C'est très bien pour ça peut satisfaire Poutine, mais là où l'Union soviétique a écrasé le pays d'Orban, et c'est assez excellent. C'est aussi le pays dans lequel il y a le mémorandum de Budapest que Poutine a violé et que les États-Unis et l'Angleterre n'ont pas respecté. C'est un excellent. En plus, ça assure sa sécurité parce que il survole l'Ukraine, la Biélorussie, et il arrive directement. Donc en fait c'est à la Hongrie. Donc c'est moi où ils ont commencé leur émission sans absolument aucun contexte. En tout cas, on peut lire à côté les mots de Donald Trump. La Russie est une nation militaire puissante, que cela plaise ou non. C'est une nation bien plus grande. On ne s'attaque pas à une nation 10 fois plus grande que soi. Là, maintenant, il est en train de donner les leçons à qui? Parce qu'on n'a pas oublié que les États-Unis étaient en tête de file dans l'ordre d'attaque ou d'agression continuelle contre la Russie. Donc c'est un bon choix. Quand Trump dit que quand même la Russie, elle reste une nation grande et une armée incontestable, la seule chose qui différencie vraiment la Russie, par exemple, et d'autres pays qui étaient écrasés par les États-Unis, c'est le nucléaire. C'est vraiment ça qui différencie. Et c'est ça qui change tout. Parce que mais je demande en quoi c'est un problème. La Russie est une nation puissante parce qu'elle a le nucléaire, entre autres choses. Mais le nucléaire, c'est ça qui fait la puissance de la Russie. Tout comme c'est le nucléaire qui fait la puissance des États-Unis. C'est-à-dire, on dit que je suis fort parce que j'ai un puissant coup de poing et vous me dites que si on me retire mon puissant coup de poing, je ne serai plus fort. Mais bien sûr, c'est ça qui fait de la Russie une nation puissante. Mais vous pensez que vous êtes où? C'est-à-dire, ça me rappelle les débats qu'on peut avoir dans des dessins animés ou sur des personnages. On va te dire, oui, Thor sans sa foudre, je sais pas, Spider-Man sans sa force. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'il soit fort, non?
non, la Russie, ce qui fait sa force, c'est le nucléaire. Mais bien sûr que c'est le nucléaire. Ce n'est pas vous qui avez défini la force à ce niveau-là, à la capacité d'un pays à avoir des armes ou alors à détruire ses voisins. Maintenant, la Russie démontre qu'elle a cette capacité et vous venez dire que c'est ça qui fait sa force, mais c'est ça que vous avez défini comme étant la force. C'est-à-dire que ces gens vivent sur une planète, c'est terrible. Non, ce qui fait la force de Mohamed Ali, c'est qu'il était extrêmement bon pour esquiver et il avait un coup de poing très tranchant. Si on lui retire sa vitesse, sa capacité d'esquive ainsi que son coup de poing, on peut le battre. Mais il les a, ces trucs. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il soit hyper difficile à vaincre. Allez donc retirer les armes nucléaires de la Russie, on voit. C'est-à-dire que ces gens ont souvent des arguments sans queue ni tête. Que si la Russie n'avait pas de nucléaire, avec son économie et avec ce que son armée est en train de faire en Ukraine depuis 10 ans, et ce que Poutine est en train d'essayer de conquérir par la voie diplomatique, parce qu'il peut... C'est-à-dire son argumentaire n'a aucun sens. Un pays a les éléments qui font sa force. Et vous dites que sans ces éléments qui font la force du pays, le pays ne serait pas fort. Mais bien sûr que le pays ne serait pas fort. Aux États-Unis, si on leur enlève leur capacité nucléaire, il reste quoi? Si on enlève leur capacité économique, parce qu'on peut faire le même jeu. Objectivement, si on retire les capacités économiques ou les capacités nucléaires des États-Unis, ils ne seraient pas en mesure de déclencher autant de guerres ou d'avoir autant de force qu'ils ne l'ont. Mais les États-Unis ont cette force. C'est d'ailleurs pour ça que tout le travail du Sud global est de commencer par retirer la force économique des États-Unis. C'est pour ça que les Américains transpirent quand ils se rendent compte que le dollar n'est plus utilisé. Ils ne peuvent plus se servir de l'obligation d'utiliser le dollar pour amortir leurs dettes. Si vous estimez que sans la bombe nucléaire, la Russie n'aurait été capable de rien faire, allez donc leur retirer leur bombe nucléaire ou dessiner un scénario factice, comme vous avez l'habitude de faire dans un film où la Russie sans la bombe nucléaire se fait vaincre par l'Ukraine, on voit. Quand vous voyez même sur la carte, regardez Kiev, regardez l'Ukraine. Donald Trump dit que la Russie est 10 fois plus grande que l'Ukraine, c'est faux. Je vois même déjà facilement 30 fois. On peut mettre 30 fois l'Ukraine dans la Russie. Regardez, voici l'Ukraine pétille en blanc ici en bas. Au lieu de simplement prendre les choses comme ça vient et d'agir en fonction des éléments factuels, vous partez dans les scénarios hypothétiques. Mais vous n'imaginez pas à quel point on peut faire ce genre de scénario en Afrique. Les SI, avec les SI, on redessine le monde. Sauf que ce n'est pas la réalité. Nous aussi, on aurait bien pu dire, et si les pays africains avaient développé la bombe nucléaire avant les autres? Et si. Ce sont des rêves, des fantasmes. Et c'est ça le problème de l'Occident. Ils ont tellement été habitués à vivre dans des rêves, dans des fantasmes, que quand la réalité les rattrape, ils sont choqués. Et ils commencent à vouloir ramener le fantasme dans la réalité. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, madame. Fini avec tes si là. On voit si tu peux retirer donc la capacité militaire de la Russie. Ne peut pas avoir la deuxième partie de la région de Donetsk par la voie militaire, ça ne sera pas du tout sur la table. On ne serait pas là à discuter. Il y a la peur du nucléaire, il y a la peur de cette irrationalité de la part de Poutine, et que cet ogre-là, comment on arrête l'ogre qui a un bouton pour appuyer sur le nucléaire? Il y a une autre problématique qui est posée par le président de la République. Pardon, j'ai juste une idée. C'est que, en fait, il dit, actuellement, Poutine est en train de s'armer, est en train de produire des armes, et même si aujourd'hui il décidait d'arrêter, en fait cette machine-là ne peut pas s'arrêter. Et cette machine a une inertie qui va être sur 10 ans, sur 15 ans, et c'est ça qui pose problème à l'Europe, parce que en fait cette menace-là, même si Poutine disparaissait, cette machine est là. Tout à fait. Non mais là où je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est effectivement sur... Maintenant, c'est le monsieur, le traître, l'ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement, qui essaie de faire croire que le réarmement actuel de la Russie inquiète les Européens. Juste comme ça, comme si ça venait de nulle part, oubliant complètement ce qui a provoqué le réarmement effectif de la Russie. Parce qu'on doit se poser la question. Il y a encore quelques années, la Russie n'était pas du tout en capacité pareille. Qu'est-ce qui a provoqué le fait que les Russes décident de massivement se réarmer et de se renforcer à tous les niveaux, surtout militaires? Ce sont les Européens. Ils ont directement contribué à ça. Ce ne sont même pas des facteurs facultatifs à côté lointain. Non, ce sont les instigateurs directs de la réalisation pour les Russes qu'ils ont besoin de se réarmer. Sinon, le pays va devenir un petit pays secondaire de l'Europe de l'Est. Parce qu'on a besoin de faire un peu d'histoire pour corriger ces menteurs professionnels de plateau. Le premier choc, c'était à l'effondrement de l'URSS en 1991. La Russie sort ruinée. Vraiment extrêmement ruinée. Son armée est désorganisée à souhait. Son économie est détruite, réduite en cendres. Elle n'était plus une menace militaire. Elle n'était plus une menace. Entre 1990 et 1991, voyant l'Union soviétique chuter littéralement, se détruire, les dirigeants occidentaux, notamment James Baker, promettent verbalement à Gorbatchev, à l'époque président de la Russie, que l'OTAN ne va pas s'étendre.
Ils ne vont même pas avancer d'un pouce vers l'Est. Or, à partir de 1999, l'État s'est élargi jusqu'aux frontières de la Russie, c'est-à-dire Pologne, Pays-Baltes, Roumanie, etc. Moscou voit cet élargissement comme la trahison et surtout comme étant une menace directe à sa sécurité. Étant encore affaibli à tous les niveaux, ils sont obligés d'observer encore la scène. Ils n'ont pas la capacité de riposter. C'est ce qui nourrit l'idée. Ça commence à mûrir dans leur tête que la seule chose capable de protéger la Russie, c'est une armée forte. C'est une armée extraordinairement forte. Parce qu'en face, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la force. Les promesses n'ont aucune valeur à leurs yeux. Respecter les règles du jeu, ça n'a aucune valeur à leurs yeux. On écoutait encore Emmanuel Macron le déclarer clairement que vos affaires de respect des règles, c'est du bullshit. C'est lui qui l'a dit. On ne respecte pas les règles quand on joue. Non? On triche, on ment, on pille, on vole. On fait tout ce qu'il faut faire pour gagner. Parce qu'à la fin, la seule chose qui compte, c'est la victoire. Donc du côté de la Russie, le message il est clair. C'est seulement une armée qui est capable de nous protéger et rien de plus. Parce que ces gars vont continuer de nous attaquer et violemment et rapidement. Après ça, il y a eu plein d'interventions occidentales qui ont humilié la Russie. Le bombardement de la Yougoslavie en 1999 sans mandat de l'ONU. C'est un signal que l'Occident peut désormais renverser un allié de Moscou sans crainte. Moscou ne fera rien de toute façon, ils sont encore trop faibles. Il y a eu la guerre en Irak en 2003. La destruction de la Libye en 2011. L'Occident renverse des régimes en dehors du droit international sans pression. La Russie comprend en voyant ça que ceux qui n'ont pas d'armes nucléaires, Saddam Hussein, Kadhafi, sont immédiatement détruits pour peu que l'Occident les trouve énervants. Voilà, vous m'agacez donc on va vous détruire. Les conséquences c'est quoi? Poutine, à l'époque déjà président, comprend qu'il faut réarmer rapidement et moderniser rapidement son arsenal nucléaire pour pouvoir éviter le même sort. Parce qu'il ne pouvait pas savoir à quel moment l'Occident décide d'attaquer la Russie. Ça pouvait venir d'un coup de tête d'un président qui s'est levé un peu trop ronchon ou alors d'un président qui a vu la veille un film où le méchant c'était le russe et il estime que voilà, on a même rapidement réglé leur cas à ceux-là. Cette terreur a grandi au sein du gouvernement russe. On est vulnérable à tout moment. Donc, on doit tout renforcer, commençant par notre capacité nucléaire. Moderniser tout ça là. Au moins là, on va se protéger. Après ça, il y a eu l'encerclement de la Russie. Les bases militaires et les boucliers antimissiles qui ont été déployés en Pologne, en Roumanie et dans toute l'Europe de l'Est globalement faisant partie de l'OTAN. Pour la Russie, c'était une menace de l'équilibre direct de la région. On est en train en fait de sortir la Russie de sa zone d'influence. Que tu n'as plus ton mot à dire sur personne à côté de toi là. Que tu sois une grande puissance ou pas, en balle ça tu jettes à la poubelle. Parce que de toute façon, toute ta zone d'influence n'est plus ta zone d'influence. C'est maintenant nous et on décide de faire là-bas ce qu'on veut. Vous imaginez un peu le traumatisme? Ce qui a causé la révolution de 2014. Littéralement un coup d'État orchestré par les Occidentaux pour arracher l'Ukraine de la sphère d'influence de Moscou. Résultat, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'avoir la première réponse. Parce que oui, ils avaient déjà quand même eu le temps de se renforcer quelque part. Pap! Récupération de la Crimée, premier conflit militaire dans le Donbass. Après ça, qu'est-ce qui suit? Les sanctions. L'objectif est de renforcer l'autarcie de la Russie. Donc, isoler la Russie en gros. Parce qu'après les événements de 2014, l'Occident impose des sanctions massives contre la Russie. Mais au lieu d'étrangler la Russie, ça a plutôt poussé la Russie à relancer son industrie militaire nationale. Brutalement et sauvagement l'agriculture locale. La Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé grâce aux sanctions de l'Occident ou alors à cause des sanctions de l'Occident. Mais vous vous rendez compte que dans toutes les étapes là, ceux qui poussent toujours la Russie à évoluer, à changer, à améliorer, ce sont les Occidentaux. Parce que de l'autre côté, ils essaient de survivre. C'est toujours à cause des sanctions là que la Russie renforce ses alliances au sein des BRICS. Chine, l'Iran, Afrique du Sud, etc. Ils sont en mode, gars, on va seulement travailler ensemble. Parce que de l'autre côté là, ils veulent m'abattre. Les sanctions en 2022 ont encore plus accéléré le processus. Moscou a activé une partie militarisée de son économie, tourné son commerce vers l'Asie et lancé une production d'armement massive. C'est face aux avancées de l'OTAN que Moscou développe des armes hypersoniques, des missiles capables de contourner les défenses occidentales. Ce n'est pas pour rien, ça ne sort pas de nulle part. C'est parce qu'ils se rendent compte que l'OTAN est en train de vouloir les attaquer. Résultat, après tout ça, la Russie, qui n'était plus une menace dans les années 90, est redevenue la première puissance militaire conventionnelle du monde, surpassant de loin l'Europe et dépassant les États-Unis d'au moins 10 ans. La Russie, c'est littéralement une superpuissance nucléaire. Et Donald Trump l'a dit. La Russie est une nation militaire puissante. Vous n'auriez pas dû l'attaquer. On n'attaque pas un puissant pays comme ça. On ne le fait pas n'importe comment. Mais ceux qui ont poussé, et c'est ça que l'espion là, l'ancien du KGB oublie de le dire. Ceux qui ont poussé la Russie à se réarmer, à se renforcer autant,
ce sont les Occidentaux, ce sont les Européens, ce sont les Américains. Incapables de rester simplement dans la paix. Non, toujours avec des intentions belliqueuses. Ça ne sort pas de nulle part. La Russie ne devient pas une menace parce qu'elle a une volonté d'attaquer l'Occident. Elle devient une menace parce qu'elle a une volonté de se protéger des attaques de l'Occident. Et ça fait toute la différence. Parce que quand tu es permanemment attaqué, et d'ailleurs les Africains devraient retenir ça, la meilleure façon de se défendre, c'est de devenir plus puissant que la personne qui t'attaque. De faire comprendre à la personne qui t'attaque que toute tentative d'attaque sera désormais sévèrement punie. Maintenant, on arrive à la dernière question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie est devenue une menace existentielle pour l'Occident? Pas parce qu'elle compte attaquer l'Occident dès demain, non. C'est parce que l'Occident a provoqué la Russie en voulant l'humilier et l'encercler, au lieu d'essayer de l'intégrer dans une sécurité commune. Résultat, ça a poussé la Russie à essayer d'autres horizons et à se rallier au Sud global, alors que la Russie n'est objectivement pas un pays du Sud. Ce qui fait de la Russie une menace existentielle pour l'OTAN, c'est parce que la Russie est désormais convaincue que si elle perd face à l'OTAN, elle disparaîtra en tant qu'État souverain. Les Occidentaux ne pourront même pas la louper cette fois-ci. Si la Russie perd contre l'OTAN, c'est fini d'elle. Or, les Russes ont été clairs à ce niveau. Il n'y a pas de monde sans la Russie. Et ils seront prêts à tout faire pour l'existence de la Russie, même si cela consiste à raser le reste des pays ennemis. Et ils le feront, parce qu'en face, les gars ne vont même pas un peu hésiter. Je vous dis non, ne faites même pas l'erreur de sous-estimer l'OTAN et la Russie baisse la garde jusqu'à l'OTAN prend l'avantage. Ah, vous êtes morts. Mais on va écraser, on va broyer la Russie. On va fendre même la Russie en 15 États différents. Et pour chaque État, il y aurait une histoire. Hein. Attention. Et en dernière raison de pourquoi la Russie est désormais une menace existentielle pour l'OTAN, c'est parce que Moscou considère qu'il n'y a plus de terrain d'entente possible. C'est une lutte à mort entre l'hégémonie occidentale et sa survie et la survie de la Russie en tant que puissance indépendante. Et comme on ne peut pas être constamment dans une position de défense, la Russie est obligée d'attaquer aussi, de contre-attaquer pour montrer aux gens d'en face qu'ils ont le niveau. C'est pour ça qu'ils sont terrifiés maintenant. C'est parce qu'ils savent ce qui les attend. Vu que c'est une guerre de survie des deux côtés. Du côté de l'OTAN, la défaite signifie la mort de ce bloc. Du côté de la Russie, sa défaite signifie la perte de la souveraineté de la Russie. Donc c'est un combat à mort. C'est seulement le plus fort qui va l'emporter. Et ici, non, je miserais sur la Russie. Non mais là où je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est effectivement sur cette analyse, mais on oublie par rapport à la question que vous posiez, Darius, c'est sur la phrase qu'il a eue quand il vous répondait dans cette interview, qui est quand même terrible. Moins le mot ogre que pour sa propre survie. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça qui me paraît important, c'est qu'on est quand même face à un combat qui est mené par un homme. Poutine, il avait écrit et dit longtemps à l'avance, vous le rappeliez, que l'Ukraine faisait partie de la Sainte Russie, parce que faut pas se voiler la face, c'est comme ça qu'il la voit maintenant. Il a ramené la religion avec lui. Mais en août 21, on n'est pas loin de l'invasion, il l'avait dit, écrit. Et on était tous là à écouter en disant il exagère. Sauf que cette notion de pour sa propre survie, elle est cette espèce de fuite en avant où il a besoin de cette guerre. Effectivement, ça devient un ogre, mais c'est par rapport à sa propre survie, moi, je pense. Et effectivement, est-ce que la Russie prépare... Toi, tu penses, il faut arrêter de penser. Parce qu'il faut bien expliquer en quoi est-ce que cette guerre est une nécessité pour la propre survie de Vladimir Poutine. Quoi, s'il arrête la guerre, il meurt d'un coup, tac, il arrête de respirer. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Il faut expliquer, moi, je pense. Il finit de déblatérer plein de conneries. Après, il dit, moi, je pense. Arrête de penser si c'est pour sortir des synapses pareilles. Part déjà le coup d'après. Est-ce que le jour où elle signera, peut-être à Budapest ou je ne sais où, l'accord, elle dira, nous préparons la suite. Écoutez, là encore, le président de la République. La Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Accuser les autres de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Ça, c'est coché. Évidemment, dans chaque vidéo, il faut que vous nous fassiez le coup. Et que le niveau d'investissement qu'elle a consenti ces dernières années ne passe pas de 100 à 0 du jour au lendemain. Ensuite, mentir de manière caricaturale, comme si vous étiez les seuls à réfléchir et que les autres, voilà, de toute façon, ils croiront ce qu'on leur dira. Et donc un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1 300 000 hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Ensuite, être moralisateur et essayer de faire comprendre aux autres qu'ils n'ont rien compris et que c'est vous qui avez tout compris. Voilà, c'est bon, ils ont coché les trois.
Hein? Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas ça. Voilà. Au moins ça c'est fait, on peut ranger les bagages et poursuivre. Voilà. Est-ce qu'Emmanuel Macron là, tout en étant dans le bureau ovale, tout en étant très impliqué dans le processus, est de dire en réalité la guerre va continuer, Poutine va continuer sa guerre? Oui, la guerre est là pour rester parce que justement le mode de survie du régime de Poutine, qui en fait un ogre, c'est la guerre permanente. A besoin de manger, c'est la guerre. Oui. Ce qu'elle est en train de raconter là, historiquement, c'est faux. Et ça revient à ce que je disais. Accuser les autres de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. C'est totalement faux. Entre 2000 et 2008, la Russie a connu une croissance économique rapide, exponentielle, grâce au pétrole, au gaz et à globalement la réorganisation interne. Le pays a redressé son économie, le pays a remboursé toutes ses dettes auprès de ce qu'ils appellent le Fonds monétaire international. La Russie a augmenté le niveau de vie de ses citoyens sans aucune guerre majeure, sans rien. La seule guerre importante, c'était en Tchétchénie. Hérité, d'ailleurs, c'est pas que c'est eux qui ont déclenché la guerre, c'est que c'était hérité des conflits qui avaient commencé en 1990. Et dès que la paix a été rétablie, la Russie a connu un boom économique direct. Donc, non, le mode de suivi de la Russie, ce n'est pas la guerre. Le mode de suivi du régime de Poutine qui était là de 2000 jusqu'à présent, ce n'est pas la guerre. C'est la stabilité interne. C'est l'utilisation et l'exploitation de ses ressources énergétiques. Voilà le mode de suivi du régime de Poutine. Voilà le mode de suivi de la Russie. Maintenant, on change de camp. Parce qu'on a besoin de mesurer avec qui est-ce qu'elle ose comparer la Russie. L'Occident. L'Occident ne vit que par la guerre. L'histoire montre que les États-Unis et l'Europe se sont construits et se sont maintenus constamment grâce à des guerres permanentes. Il n'y a pas une seule seconde, un seul instant dans l'histoire de l'Occident où il n'y a pas de guerre déclenchée par eux. Pour sortir de la pauvreté médiévale, ils ont kidnappé des individus et les ont fait travailler pour les enrichir eux. La colonisation, ils sont allés chez des gens, les ont mis en esclavage chez eux pour prendre leurs ressources et aller construire leur pays. Sans les guerres coloniales, le pillage de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, l'Occident n'aurait jamais accumulé les richesses actuelles qu'elle possède. Jamais. Voilà même l'exemple de la France. Eux qui ont la grande gueule et passent leur temps à l'ouvrir. Toute leur puissance industrielle est bâtie sur le sang et le travail des colonies. Ça dure encore jusqu'à présent. Il y a 14 foutus pays africains qui nourrissent constamment leur économie. Chaque seconde. C'est-à-dire, les feignants ne travaillent pas et ils ne se demandent pas d'où vient la richesse de leur pays. Les feignants ne travaillent pas et ils ne se demandent pas comment leur pays fait pour tenir avec des dettes aussi abyssales. Après ça, il y a eu les deux grandes guerres tribales en Europe. Les États-Unis, jusqu'en 1917, étaient une puissance secondaire. Leur entrée dans la première guerre tribale en Europe a permis d'imposer le dollar. Après 1945, l'Europe ruinée a été mise sous tutelle américaine par le plan Marshall et avec l'OTAN en règle générale. Et c'est Washington qui est devenu la superpuissance, non? C'est une guerre qui l'a amenée là. La guerre a été aussi financée par les industriels américains, par le gouvernement américain et par les oligarques américains. Sans ces deux guerres tribales là, l'Occident ne serait pas dominant aujourd'hui. Ensuite, nous avons eu la guerre froide. C'était une machine à guerre continue. Les États-Unis ont survécu politiquement et économiquement grâce à une industrie militaire permanente, constante et continue. Corée, Vietnam, Afghanistan, Libye, Syrie. Et chaque intervention militaire a entretenu leur hégémonie. Le complexe militaro-industriel américain a besoin constamment de guerre pour pouvoir tourner. Eisenhower, le président des États-Unis de 1961, l'avait reconnu lui-même dans son discours. On prend des exemples concrets du mode de suivi occidental. On reprend le cas de la Yougoslavie de 1999 là. Ça avait été bombardé par l'OTAN pour pouvoir imposer l'ordre occidental dans tous les Balkans. Pour faire comprendre aux autres pays du Balkan qu'attention, et il n'y aura pas la Russie parce qu'affaiblie pour vous protéger. Irak 2003, la destruction d'un État au nom d'armes imaginées. Mais en réalité, c'était pour pouvoir exploiter le pétrole. Libye 2011, Kadhafi voulait une monnaie africaine basée sur l'or. Résultat, guerre, assassinat, chaos. Tous les pays africains. Pourquoi? Continuer à maintenir leur hégémonie, piller les ressources, installer leurs entreprises qui ne vont rien payer à l'intérieur et faire sortir l'intégralité de l'économie du pays. On voit des milliardaires américains partout sur le continent africain. Partout. Ils ont fait fortune comment? Oh, tel exploite le pétrole. Oh, tel exploite tel minerai. Oh, tel exploite X. Dès que quelqu'un veut refuser ces exploitations, comme par hasard, une guerre éclate. C'est-à-dire, les guerres tombent toujours à point. Et la conclusion de la guerre va toujours dans le sens de l'Occident. C'est-à-dire,
Est-ce du hasard ou alors c'est provoqué par eux? Et voilà encore ça, même dans leur propre bloc en Ukraine. De 2022 jusqu'à 2025, jusqu'à présent, là, les États-Unis ont refusé la paix. Ils ont alimenté le conflit pour pouvoir affaiblir la Russie et maintenir l'Europe sous leur dépendance militaire, énergétique, économique, ainsi qu'essayer de trouver un moyen après de pouvoir racheter de toute façon l'ensemble des ressources de l'Ukraine pour exploiter ça eux-mêmes. Dans tous ces cas, ce n'est pas Moscou, mais Washington et Bruxelles qui cherchent la guerre pour pouvoir préserver leur survie. Tous les cas que je viens de citer. Et jusqu'à présent, du côté de la Russie, c'est une stratégie défensive. En Géorgie en 2008, la réaction à une attaque géorgienne contre l'Ossétie du Sud, c'était soutenu par l'OTAN, non? La Russie s'est contentée de défendre. La Crimée en 2014, la réaction du coup d'État en Ukraine, toujours organisée par l'Occident. La Russie a dû se défendre en prenant la Crimée. En 2015, en Syrie, la Russie a dû intervenir à la demande de Bachar al-Assad pour pouvoir protéger Bachar al-Assad de l'Occident. Et en 2022, la Russie est obligée de faire une attaque préventive contre l'Ukraine parce que c'est toujours l'Occident qui veut s'étendre aux portes de la Russie. Les guerres russes sont des guerres de réaction, pas des guerres de survie économique. La Russie peut vivre sans la guerre, simplement grâce à ses ressources. L'Occident, lui, s'effondre sans la guerre parce que sa domination mondiale repose sur la conquête, le pillage et l'hégémonie militaire. Donc cette dame n'a rien compris de son sujet et elle est consultante en géopolitique publique. C'est-à-dire, ils ont même des métiers faisables par le premier venu en réalité. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce qu'elle a une analyse un temps soit peu pertinent là où elle est là. Embaucher même des personnes avec qui il y aura du challenge, avec qui on va apprendre des trucs, avec qui le discours ne sera pas complètement catastrophique. Bêtise sur bêtise, ils enchaînent dans leur émission. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que la guerre est une fatalité. La guerre est une fatalité si on ne se prépare pas à s'y opposer. Bien sûr. Je me demande si ce gars a déjà vécu une guerre. Quand il sort déjà les phrases comme ça, vous allez voir que c'est une personne qui a même surtout vu la guerre à la télé. Si on ne se donne pas les moyens. Il faudrait dire une chose à propos du nucléaire. J'ai dit quoi? Essayiste spécialiste de la Russie, non? C'est-à-dire une personne qui a toujours fait la guerre à travers les livres, à travers l'histoire. C'est-à-dire à travers un recul qu'il ne vit pas. Il dit que nous ne voyons pas la guerre comme étant une fatalité. La guerre n'est pas une fatalité. C'est pire que ça. C'est une horreur indescriptible. C'est une douleur et une souffrance continue. Mais bon, comme il voit toujours des trucs à distance, quand la guerre va les toucher. Clair, parce que Vladimir Poutine a fait une chose incroyable au début de la guerre. Il a inversé la pratique de la dissuasion. La dissuasion, c'était en principe pour protéger un pays et un territoire. Il l'a utilisé désormais pour protéger une agression. Il n'y a pas de raison, il faut que ça soit dit, il n'y a pas de raison pour qu'on ne lui dise pas la dissuasion, ça va protéger notre protection de l'Ukraine. Et nous pouvons le lui dire. Vous allez lui dire, et s'il dit qu'il n'écoute pas et que vous foutez le camp, vous allez faire quoi? Vous allez continuer de le lui dire. Vous le lui dites depuis 2022, il a écouté. Mais qu'est-ce que je suis même en train de raconter? Ce n'est pas vous qui avez commencé avec cette stratégie. Utilisez l'arme nucléaire pour protéger vos agressions, vos différentes agressions à travers le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire la guerre nucléaire, mais ça veut dire qu'on monte la menace. Et il faut monter la menace. Alors écoutez, un homme qui le dit de manière assez saisissante, c'est Thierry Breton. C'était sur l'antenne de LCI dimanche. Thierry Breton, pour la première fois, moi j'avais jamais entendu ça, ouvre dans le débat. Est-ce que l'Ukraine fait partie des intérêts vitaux de la France? Est-ce que la protection nucléaire, le parapluie nucléaire français peut s'étendre même à l'Ukraine? Si les officiels français disaient ça, ce serait... il n'est pas au pouvoir actuellement, Thierry Breton, peut-être le reviendra-t-il, mais en tout cas, le fait qu'ils le disent est un événement. Écoutez. Est-ce que quelqu'un osera dire, la France, le Royaume-Uni, peut-être les États-Unis, il y a une dimension ukrainienne à notre dissuasion nucléaire? Bien, il faudra qu'on y aille. Si jamais on parle de sécurité, on ne peut pas balayer ce sujet. Et c'est bien toute la difficulté, puisque évidemment, pourquoi, au fond, l'Ukraine demande tant d'être membre de l'OTAN? C'est évidemment, comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme la Finlande désormais, c'est de pouvoir bénéficier évidemment de ce parapluie. C'est l'Ukraine qui demande. Ce n'est absolument pas vous qui insistez pour que l'Ukraine y entre. Ce n'est absolument pas vous qui faites en sorte de faire des coups d'État pro-Occident pour pousser l'Ukraine ou pour pousser le dirigeant en question à y entrer. Non, c'est l'Ukraine qui demande. Et ensuite, protéger donc l'Ukraine avec le parapluie nucléaire. On voit si ce n'est pas une destruction globale. Au moins là, on quitte derrière et enfin, on pourra développer une nation sans ces gars qui nous fatiguent. Et donc, on ne peut pas parler avec un voisin qui est aussi imprévisible, ou j'allais presque même dire prévisible, que la Russie. On ne peut pas parler de garantie de sécurité sans avoir un élément de dissuasion. Voilà, c'est cette déclaration qui fera beaucoup de réactions positives ou négatives. Jean-Paul Paloméros, vous êtes avec nous, général, ancien commandant suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Bonsoir.
Bonsoir. Mon général, est-ce que vous partagez cette idée qui paraîtra énorme à certains que le débat existe? Il ne dit pas qu'il y est favorable, mais il dit le débat existe, que le parapluie nucléaire français, la dimension européenne du nucléaire français, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, pourrait même englober l'Ukraine. Ça, évidemment, il faut le demander au président de la République lui-même, mais ça me paraît quand même présenté comme ça, un peu, je ne dirais pas caricatural, ça serait méchant, mais simplifier la dissuasion et lui ôter cet élément de doute qui crée justement chez l'adversaire ce doute ultime, ce doute suprême de ne pas employer l'arme nucléaire. J'entends par là que si nous-mêmes, nous agitons en quelque sorte l'arme nucléaire, comme l'a fait M. Poutine à de nombreuses reprises dans ce conflit, nous dévaluons, me semble-t-il, notre dissuasion. Et il faut lui laisser à cette dissuasion toute l'amplitude possible que laisse et qu'exige une situation si grave que nos intérêts vitaux. La dissuasion française, elle est souveraine, hein, rappelons-le, même si une petite porte a été ouverte par les présidents, même si on peut, en tant qu'Européens, se dire bien sûr que les intérêts européens, les intérêts français, les intérêts vitaux doivent se réunir, doivent converger, parce que sinon, pourquoi? En gros, il essaie de nous expliquer qu'ils ne doivent pas tout le temps parler de dissuasion nucléaire parce qu'après, ça va atténuer l'effet de la menace derrière. Comme potentiellement, ça atténuerait l'effet de la menace nucléaire de la Russie parce qu'ils le disent souvent. Mais non, c'est pas comme ça qu'on doit comprendre ça. On doit comprendre ça comme au fort, qui rappelle au faible mais qui s'agite beaucoup qu'il est le plus fort. Et à chaque fois, il doit lui dire, attention, tu sais ce que j'ai sur toi, non? Ou là, ce serait, attention, tu sais ce que j'ai contre toi. Donc, quand tu es en train de t'agiter là, c'est interdit. Parce que rappelle-toi, si tu le fais, moi, je vais utiliser ce truc contre toi. Et pourquoi est-ce que de l'autre côté, ils ne réagissent pas? C'est simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de réagir. Si la France avait la capacité de challenger ou de fighter l'arme nucléaire russe, ils auraient aussi menacé de déployer pour eux. Le problème, c'est que dès l'instant où il y aura une réponse, il faudra agir. C'est-à-dire que la Russie va vous dire, je ne veux pas que vos troupes arrivent en Ukraine. Sinon, j'utilise la bombe nucléaire contre vous. Et vous vous dites, si tu utilises la bombe nucléaire contre nous, on va utiliser la bombe nucléaire contre toi. Donc, on déploie nos hommes. Bang! Ça vous touche. Vous allez répondre. Est-ce que vous aurez la capacité de répondre? Donc, tant que vous êtes dans ce doute-là, le mieux à faire, c'est de ne pas répondre. Vous voyez en fait le jeu derrière, ce n'est pas tant parce qu'ils veulent maintenir une certaine élégance, non. C'est parce qu'ils sont terrorisés, ils se pissent dessus littéralement. Pourquoi y a-t-il une Europe? Pourquoi pas l'étendre en Ukraine? Mais c'est aller un peu vite en besogne et peut-être donner des arguments à M. Poutine qui n'attend que ça, lui aussi, pour réagir. Donc prudence, mais conscience que à la fois l'OTAN, à la fois la France, à la fois la Grande-Bretagne et évidemment les États-Unis ont cette capacité. M. Poutine le sait mieux que quiconque. Vos réactions sur le plateau, est-ce qu'il est bon de rappeler ça, ou est-ce qu'on est là en disant que les intérêts vitaux de la France peuvent commencer en Ukraine? Est-ce qu'on est en dehors, disons, des clous rationnels? Ce qui est important de rappeler, c'est que la France a quand même un statut particulier parce qu'elle a une indépendance totale en matière nucléaire. Ce n'est absolument pas le cas. Mais ce n'est absolument pas la question. On est en train de poser la question de savoir est-ce que la France peut considérer l'Ukraine comme étant un intérêt stratégique vital? Et la réponse est non. La différence entre la perception française et la perception russe de l'Ukraine est énorme. Et ça explique pourquoi est-ce que Paris ne peut même pas un temps, soit peut même pas une seconde, même pas un énième d'instant envisager l'Ukraine comme étant un intérêt stratégique vital. Alors que Moscou, lui, a toutes les capacités pour pouvoir traiter l'Ukraine comme étant une question existentielle. Et déjà, l'Ukraine et la Russie partagent plus de 2000 km de frontières terrestres communes. 2000 km. Pour Moscou, un régime ukrainien hostile, soutenu par l'OTAN, est une menace militaire directe aux portes de la Russie. Que ce soit des missiles, des bases, des radars et j'en passe. France et l'Ukraine, c'est quoi? C'est 2000 km de distance qui les séparent, séparés par l'Allemagne, la Pologne, etc. Jamais l'Ukraine ne pourrait représenter une menace militaire directe pour Paris. Jamais. Il faut passer trop de pays pour pouvoir arriver à la France. Voici l'Ukraine ici, voici la France. Si on doit prendre le chemin le plus court en ligne droite, il y a la Slovaquie, l'Autriche, la Suisse, avant d'arriver en France. Sinon, s'ils doivent passer par haut, c'est la Pologne, l'Allemagne, le Luxembourg, avant d'arriver en France. Bon, prenons pas même le Luxembourg, on passe par ici en bas, avant d'arriver en France. Regardez tous les pays qui séparent l'Ukraine de la France. Mais qu'est-ce que ces gars sont en train de raconter?
C'est-à-dire, ces guerriers de plateau, non, ils me fatiguent. Pour la Russie, Kiev, c'est le berceau de l'histoire des Russes. Il disait même la Russe de Kiev. L'Ukraine est perçue comme une partie de l'identité nationale et spirituelle de la Russie. Pour la France, l'Ukraine n'a absolument aucune valeur historique ou alors culturelle centrale. Rien. Elle n'a jamais fait partie de son empire, de son identité, de son précaré, de sa zone d'influence. Rien en fait. Pour Moscou, l'Ukraine touche sa mémoire collective et son existence. Pour Paris, c'est juste un pays de l'Est parmi tant d'autres. Même dans la logique de sécurité. Pour la Russie, si l'Ukraine tombe totalement sous contrôle de l'Occident, la Russie est encerclée et perd toute profondeur stratégique. C'est une menace existentielle. Pour la France, si l'Ukraine tombe, sa sécurité nationale dépend du nucléaire, de l'OTAN, de la Méditerranée. Que l'Ukraine soit neutre, pro-russe ou pro-occident, ça ne change absolument rien pour la survie de l'État français. Rien du tout. Quels sont les véritables intérêts stratégiques de la France qu'ils ont toujours affichés? C'est sa souveraineté nationale. Menace nucléaire, défense de son territoire, la Méditerranée, l'Afrique francophone. Là, oui, en touchant l'Afrique francophone, vous touchez les nerfs vitaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de perdre le sang quand ils voient comment leur influence en Afrique diminue à vue d'œil. Et que ça se coupe complètement et vite pitié. Bref. Donc, je disais la Méditerranée, l'Afrique francophone, ça leur accorde sécurité, énergie, influence économique, ressources et j'en passe. Tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir être à l'aise quand nous on crève de faim. Et puis venir nous donner des leçons. C'est pas possible. Bref, après ça, il y a maintenant ses alliés militaires, c'est-à-dire l'OTAN et l'Union européenne. De tout ce que je viens de citer, vous avez entendu l'Ukraine à un moment donné. L'Ukraine est hors de toutes ces catégories. Son importance est politique. C'est simplement parce que la France veut s'aligner avec l'OTAN et l'Union européenne. C'est tout. Et après, il y a même un rapport asymétrique. La Russie peut mourir si l'Ukraine devient une base avancée de l'OTAN. La France, au pire, peut perdre de l'influence en Europe si l'Ukraine tombe entre les mains de la Russie. C'est tout. Et cette différence est fondamentale. Parce que pour Moscou, c'est une question de vie ou de mort. Alors que pour Paris, c'est une question d'image ou alors d'alignement atlantiste ou de quelques bouderies. C'est tout. La France ne peut pas en aucun cas, en aucune mesure, considérer que l'Ukraine est un intérêt stratégique vital pour son existence. Sa sécurité, son histoire ne dépendent en rien de l'Ukraine. Alors que pour la Russie, c'est l'exact opposé. Donc vous voyez que vous n'êtes même pas en train de mener le même combat. Vous pensez qu'une personne qui se bat pour montrer qu'elle est forte et une personne qui se bat pour survivre auront la même rage ? Du Royaume-Uni qui dépend des vecteurs américains. Donc en effet, la question se pose de manière très particulière en ce qui concerne la France. Mais ça renvoie aussi quand même, je pense, à la question de l'opinion publique. Quelle est la façon dont la menace russe est perçue sur le territoire français? C'est forcément quelque chose qui sera pris en considération dans la prise de décision d'usage ou non du nucléaire. Est-ce que pour une partie du français, ils entendront cette idée que on peut risquer... On peut mourir pour Danzig ou... Est-ce qu'on peut risquer le contre-feu sur Lyon, sur Paris ou sur Marseille pour sauver Kiev. Odessa ou Kiev? Je pense que... La réponse est non. Ça veut dire que ça a été signé en 1994 et jusqu'à 2014 ça marchait en fait. Ce parapluie nucléaire britannique et américain marchait. Il était prévu par mémorandum de Budapest. Pour répondre à votre question, je vais vous donner un exemple différent. Parce que vous savez, on est très euro-concentré avec cette problématique. Le Kazakhstan. Vous savez qu'il y a encore, ça a été rappelé encore il y a 2 semaines, que les Russes continuent encore à échaufauder les plans d'envahissement de Kazakhstan. 19 millions d'habitants, 3 millions de Russes et de russophones, un énorme territoire, 7000 km de frontières, etc. Vous savez ce qui s'est passé en 2023 ? Il y avait Xi Jinping, qui, avant d'arriver au Kazakhstan, la première visite après le Covid, il a dit la Chine est le garant territorial de Kazakhstan. Et il n'a pas mentionné le nucléaire. Il a dit la Chine est le garant, à partir de maintenant, du Kazakhstan. Point barre. Et Poutine, il ne s'est pas offensé, il n'a rien dit. Et de fait, le Kazakhstan fait ce qu'il veut actuellement, tout en sachant qu'il est quand même le voisin proche de... Comment les Russes vont-ils maintenant réagir? Écoutez, Alain Bauer, il était tout à l'heure sur notre antenne et il dit, attention, il ne faut pas croire que la propagande, bien sûr la propagande russe est propagande, mais les Russes croient de bonne foi que l'OTAN cherche à leur casser les reins, que l'OTAN cherche à les briser. Écoutez son argument depuis 99 en particulier.
Ça n'est pas paranoïaque ni débile, ils sont pas dingues, ils sont pas fous. Ils ont des faits qu'ils ont explicités dès 1999, au moment où l'OTAN décide d'intervenir en Serbie et bombarde pendant 99 jours la Serbie pour mettre fin à des massacres intercommunautaires menés par les Serbes. Le Premier ministre Primakov est en route pour New York et Washington avec un plan de paix. Les États-Unis, le Conseil de sécurité nationale américain l'appelle en disant « Evgeny, c'est super, mais ça sert à rien, on va bombarder ». Primakov fait demi-tour, rentre à Moscou, il retrouve un jeune conseiller à la sécurité nationale qui est le secrétaire de l'instance et dit « Tout est fini entre nous, l'Occident nous a menti, pendant des années nous avons cru que nous étions les méchants et eux les gentils, nous sommes les mêmes, la guerre vient de commencer ». Ça fait très exactement 25 ans, 26 ans que la Russie se prépare à une confrontation avec l'Occident. Il vient clairement d'expliquer tout ce que je disais. Mais ça me fait rire que le présentateur dise qu'il croit de bonne foi que l'OTAN veut attaquer la Russie. C'est drôle parce que dans cette formulation-là, il donne l'impression que ce n'est pas le cas. Alors que toute l'histoire des 40 dernières années l'a démontré, l'a prouvé à maintes reprises. Donc, je ne sais pas en fait ce qu'ils vont essayer d'argumenter là pour pouvoir contredire les arguments de ce monsieur, mais c'est mort. En fait, je ne veux même pas me donner les mots de tête de l'écouter parce que tout ça, on l'a déjà débunké. Tout ça. On va voir s'il y a quelques commentaires intéressants et on conclut la vidéo. Seuls les puissants reconnaissent les puissants, mais impossible pour les faibles de les reconnaître. Vous avez les mots, les autres ont du concret. Poutine s'est fait respecter et a donné à la Russie son honneur et sa grandeur. La France, dans une guerre conventionnelle, ne peut même pas tenir un mois face à la Russie. Un mois, c'est beaucoup. La France, dans une guerre contre la Russie, tient, je ne sais même pas, peut-être 3 ou 4 jours. Si vous contestez la puissance nucléaire de la Russie, envoyez donc des troupes françaises en Ukraine. Même l'Ukraine est militairement plus puissante que la France. C'est sur ces mots que l'on va terminer la vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.